donc associé à ces revendications des ouvriers agricoles, très rapidement, les colons et les petits planteurs ont demandé le paiement d'une tonne de canne, pas au-delà du prix d'un sac d'engrais. Autrement dit, ils demandaient l'alignement du prix de la tonne de canne sur le prix d'un sac d'engrais. Voilà les revendications liminaires des ouvriers d'une part, des colons et petits planteurs d'autre part en ce début du mois de décembre 1951. Mais très rapidement, l'échec des négociations lors de la commission interprofessionnelle emmène à un élargissement du mouvement et on voit se constituer alors un cartel de syndicats regroupant en particulier la Fédération des fonctionnaires de Guadeloupe, la CFTC, ensuite l'UD-CGT, l'Union départementale, mais également la FDSEA, la Fédération des exploitants agricoles. Voilà les organisations, les structures qui forment cartel, disons en cette fin du mois de décembre, au début du mois de janvier. Et le mouvement s'étend donc pour l'amélioration de salaire et pour l'amélioration du prix de la tonne de canne. Mais comme je viens de l'indiquer, d'autres catégories, en particulier de fonctionnaires, d'autres catégories sociales, s'associent au mouvement de protestation et élargissent ainsi la base de la revendication. Nous sommes au début de l'année 1952. Le mouvement à ce moment s'étend non seulement à d'autres catégories, mais également à d'autres espaces de la Guadeloupe et s'étend aussi donc sur tous les domaines sucriers, en particulier ceux de la Grande Terre, Nord, Gardel, etc., etc. La mobilisation s'amplifie au point que, au début du mois de février, un certain nombre d'usiniers, en particulier à Blanchette, mais aussi sur le Moule, eh bien, invitent un certain nombre de travailleurs contre paiement, parfois plus du double de la journée normalement payée sur les champs, à reprendre le travail et à démarrer la coupe. À Morne-à-l'Eau en particulier, c'est l'affrontement entre les travailleurs qui interceptent les chars, notamment les chars de CRS et de garde mobile qui logeaient en particulier à La Rosette, à l'entrée du Moule. Mais l'événement très certainement le plus significatif de cette longue grève au début du mois de février, eh bien, se concrétise par la tenue d'une réunion, comme bien d'autres dans d'autres communes, mais singulièrement celle du Moule, le dimanche 10 février 1952. Ce jour-là, à la mairie du Moule, sous la présidence de l'adjoint au maire Césario Siban, eh bien, se tient une vaste, disons une grande réunion avec énormément de monde et l'ensemble des représentants du cartel, CFTC, Fédération des fonctionnaires, l'UD-CGT et la FDSEA. Mais ce qu'il faut comprendre pour mieux avoir une idée de ce qui se passe à Moule ce dimanche 10 février 1952, c'est qu'au début des années 50, nous sommes dans un climat où toutes les catégories sociales, et particulièrement soit dans la canne, soit dans le milieu agricole ou dans d'autres secteurs, eh bien, les travailleurs veulent un alignement de leur salaire sur les salaires qui sont pratiqués en France. Et pourquoi une telle ambiance? Tout simplement parce que le 19 mars 1946, eh bien, le vote de la loi d'assimilation, de la départementalisation, comme on dit institutionnellement, qui transforme la Guadeloupe de colonie en département, autorise une telle revendication. Or, il se trouve précisément que dans le même temps, en France, à cette même date, le salaire, le SMIC à l'époque, ce n'est pas le SMIC, puisque on verra bien après en 70 la transformation du SMIC en SMIC, mais le SMIC en France à l'époque est de 78 francs. Alors que précisément les services préfectoraux proposent 71 francs en Guadeloupe. Alors les travailleurs disent qu'il y a un déséquilibre.
C'est la France ou pas la France? Voilà quelque peu le cœur de la demande. Et cette volonté assimilationniste de la revendication des salariés repose sur, évidemment, une atmosphère politique qui, il faut le dire, est principalement soutenue, alimentée par la propagande de la Fédération guadeloupéenne du PCF. Or, il se trouve qu'à Moule, la municipalité communiste, eh bien, fait l'objet d'une observation particulière de la part des services préfectoraux, de la part des services d'État. Et cette réunion du dimanche 10 est considérée un peu comme une déclaration de guerre de la part des communistes qui sont très mal vus dans le monde entier à l'époque. Simple rappel, c'est l'époque du macartisme, notamment aux États-Unis. C'est la chasse aux sorcières, comme on dit à l'époque. C'est la formule consacrée. Voilà pourquoi la réunion du dimanche 10 février à la mairie du Moule prend une signification bien au-delà de la revendication salariale des ouvriers de la CAD. Aussi, dès le lundi, ce sont des escortes en nombre de CRS, de gendarmes mobiles, qui défilent dans la ville, qui provoquent, qui essaient de s'imposer. Le mardi, même chose. Le mercredi, même climat. Le jeudi 14 février 1952, à 4 h du matin, ils arrêtent Abouna, un jeune de 18 ans. C'est la levée de boucliers dans la ville, avec des jeunes, des travailleurs qui se mobilisent, qui lèvent des barricades, notamment sur ce boulevard, le boulevard Rouget. Mais ça s'éteint également à la rue Sainte-Anne, etc. La ville est en émoi. Ils vont lâcher Abouna. Mais l'agitation continue. Et vers 9 h, 10 h, le maire adjoint Césario Simon entreprend avec une délégation du cartel de se rendre à Gardel, propriété du sieur Aubéry, de façon à demander l'arrêt de la coupe initiée par les usiniers et la fermeture de l'usine. Et la délégation s'en va. La délégation se rend donc à Gardel et dans la ville, c'est le moment de l'affrontement entre ces troupes de CRS et de gendarmes mobiles et les travailleurs et jeunes. Toute la place que nous voyons ici, évidemment, l'espace n'avait pas la même configuration qu'aujourd'hui, mais le boulevard Rouget existait tel quel. Enfin, je veux dire, dans la même direction, en tous les cas, ça n'a pas été modifié, et un certain nombre de rues parallèles coupaient ce boulevard. Eh bien, la fusillade démarre dès l'entrée du boulevard Rouget. Et là, c'est Capitolin qui est descendu, ici même, Capitolin, à 500 mètres derrière moi, dans le cimetière. C'est Cerdo, un peu plus haut, à l'est, à l'angle de la rue Albert Ier, le boulevard Rouget. C'est Dernan. Et un peu plus haut encore, dans une rue parallèle, c'est Constance du Lac Marignan, femme enceinte, qui ne manifestait pas, qui chargeait d'une soirée à manger cochon, rentrait chez elle et est froidement abattue. Et précisément, sans faire dans les mois, l'enfant dans son ventre avait le cœur encore qui battait alors que la mère avait déjà le souffle coupé. Donc voilà, en ce jeudi 14 février, les faits qui marquent cette ville, là où nous sommes, pratiquement tous les 14 février de l'année, ce n'est pas la première fois que nous revenons ici pour expliquer, pour faire comprendre. Alors, autre chose qu'il s'agit de comprendre en dehors des événements, c'est précisément le fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais sur ce sur quoi je vais m'appesantir 2 minutes, c'est le poids de l'élément politique, en quelque sorte, dans la revendication sociale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait ici une municipalité communiste, avec, s'il vous plaît, tout simplement une municipalité qui était l'émanation de la Fédération guadeloupéenne du PCF.